C'est La Messagère des Ombres, Londres, La Messagère des Ombres, tome 1, écrit par Morgan Rees, lu par Jean. Chapitre 1. L'inspecteur Sebastian Pinsley se tenait devant St. George's Field, tandis que son fiacre s'éloignait. Il s'efforçait de trouver une excuse valable pour éviter d'entrer dans l'édifice qui lui faisait face. Il y avait des lieux où aucun homme sain d'esprit ne souhaitait s'aventurer. Même s'il se trouvait à bonne distance de la Tamise, son odeur nauséabonde le prenait aux narines. Pourtant, vu l'état de la ville, il était difficile de faire la distinction entre les odeurs. Les péniches restaient néanmoins immobiles. Au loin, alors qu'en dépit de l'heure matinale, les marchands s'installaient déjà sur la grande place flanquée de bâtiments. Pinsley les observait comme il observait le reste du monde, s'assurant qu'il comprenait la finalité de chaque chose avant de passer à la suivante. Il glissa une main dans la poche de son gilet et jeta un coup d'œil à sa montre de gousset. 5 heures du matin, bien trop tôt pour être dehors, et certainement trop tôt pour s'apprêter à entrer dans la bâtisse carrée aux hautes fenêtres qui le toisaient impitoyablement. Bedlam. Techniquement, il s'agissait de l'hôpital royal de Bethléem, dédié aux malades mentaux, mais Pinsley ne connaissait personne qui le nommait ainsi. L'asile avait toujours été Bedlam. C'était un nom qui éveillait la peur chez tout le monde, en raison de son histoire. Pinsley n'y échappait pas. Il ressentait une angoisse diffuse. Le nom en question avait jadis été synonyme du pire des asiles psychiatriques. On racontait qu'il y avait eu des améliorations depuis que le vieil édifice avait été rasé en 1815, mais il n'en restait pas moins que la simple vue de ce bâtiment le faisait frissonner. Il lui fallut un moment pour réaliser ce que ce lieu avait de si menaçant pour lui. C'était l'antithèse de la rationalité et de l'ordre qu'il tentait d'apporter à ce monde. Sa tante avait mis fin à ses jours dans un endroit similaire, même si c'était peu de choses en comparaison avec les pertes qu'il avait vécues dans sa vie. Cette pensée ne le laissait pas de marbre. L'inspecteur Pinsley resserra son manteau sombre sur sa silhouette svelte et retira son haut de forme, se préparant à entrer. Il ne s'était pas rasé, afin qu'un début de barbe se forme entre ses rouflaquettes, lui donnant l'air un peu plus âgé que ses 45 ans. Il résolut néanmoins de rentrer chez lui, ou du moins de passer au club, s'il en avait le temps, avant de se rendre au commissariat. Un inspecteur devait être exemplaire pour ces hommes. Il marcha vers la porte du pas cadencé qui venait de ses habitudes militaires, frappa 2 coups à l'aide du heurtoir et attendit, immobile. C'était la meilleure des manières de cacher sa nervosité. L'homme qui ouvrit la porte était corpulent et portait les habillements simples des gardiens qui travaillaient pour le directeur de l'institution. Le couloir qui s'ouvrait derrière lui, au sol de pierre et aux panneaux de bois, était poussiéreux et mal entretenu. Un portrait de la reine Victoria trônait sur un bureau, comme si sa présence voulait accorder à cet endroit une noblesse qu'il ne possédait pas. « Pinsley », se présenta l'inspecteur. « Je suppose que je suis attendu. »« Oui, monsieur, » répondit l'homme. « Veuillez me suivre. »« Un instant, je vous prie, » l'arrêta Pinsley en levant une main. La sagesse dictait d'obtenir toutes les informations possibles avant de se ruer sur le champ de bataille, ce qui était doublement vrai dans le cadre d'une enquête. Quelques questions pour commencer. Personne n'est entré ou sorti du bâtiment cette nuit. Personne en dehors de l'émissaire que le directeur vous a envoyé, expliqua le gardien. Cela n'arrive jamais. Les visites ont lieu l'après-midi, quand les chalands payaient un penny pour s'adonner au passe-temps douteux d'observer les fous. Pinsley ravala son écœurement et hocha la tête, enregistrant l'information. Pas de visiteurs, cela signifiait qu'il était donc improbable qu'il s'agisse d'une personne venant de l'extérieur. Il avait vu l'épaisseur des murs. C'était une forteresse qui ne disait pas son nom. La défunte est une jeune femme répondant au nom de Green, monsieur.
compléta le gardien. « Entrez, je vous en prie. Nous ne devons pas laisser les portes ouvertes trop longtemps, même si tous les pensionnaires sont confinés dans leur chambre. La sécurité est importante ici. » Dans sa tête, l'inspecteur arrêta le décompte silencieux qu'il avait lancé au début de leur conversation, afin de juger si l'homme avait laissé la porte ouverte aussi longtemps parce que le policier lui inspirait de l'autorité, ou simplement par négligence. Un examen détaillé du visage de l'homme et de ses mains révéla qu'ils étaient étonnamment propres. Ses cheveux étaient bien peignés et sa tenue de travail présentait un niveau de saleté normal. Un homme qui prêtait une telle attention à ces détails devait être minutieux. Son relâchement vis-à-vis de la porte était sans doute seulement dû à la présence de Pinsley. « Nous avons un registre des visiteurs, monsieur », précisa le gardien. « D'ailleurs, il faudrait que vous le signiez. Le directeur est à cheval sur ce point. Personne n'entre ou ne sort sans signer pour attester de sa présence. » « Vous essayez d'éviter une autre enquête parlementaire ?» lança Pinsley. Il était peut-être un peu sec, mais à l'aube, il était difficile de se retenir d'être caustique. De plus, il n'avait pas bien dormi. Le gardien grimaça. « Je l'ignore, monsieur. Vous devez signer. » L'inspecteur entra dans la place, et le froid lui sembla encore plus piquant qu'à l'extérieur, bien que ce fût le mois de février. L'asile était trop sombre à son goût. Les fenêtres ne fournissaient pas assez de lumière pour éclairer correctement l'endroit, et les lampettes à gaz n'étaient pas allumées car l'aube pointait. Des cris et des pleurs lointains lui parvenaient, provenant d'une demi-douzaine de couloirs. Seul l'un d'eux était plongé dans le silence. Le gardien désigna le registre relié de cuir. Pinsley l'ouvrit à la date du jour, le 2 février, et parcourut la liste des noms avant de signer. Il y avait eu quelques visiteurs la veille, tous dans l'après-midi, et personne ne s'était enregistré pour rendre visite à la défunte d'après la colonne « Raison de la visite ». Dans son cas, il écrivit simplement « Enquête sur un décès ». « Par ici, inspecteur », dit le gardien en agitant la main en direction du couloir silencieux. Pinsley n'attendit pas qu'il se mette en marche et lui passa devant. Peu importait que cet endroit l'effrayât, un homme affrontait sa peur de l'inconnu et faisait briller la lumière de la raison dans les ténèbres. « Monsieur, attendez-moi » s'écria l'homme. Quand il le rattrapa, Pinsley avait atteint la porte d'acier de l'un des couloirs. Il tenta de l'ouvrir, mais elle était fermée. Le gardien farfouilla parmi ses clés avant de la déverrouiller prestement. « Cette porte est-elle toujours fermée ?» s'enquit Pinsley. « Oui, monsieur. » Pinsley le crut sur parole. Le gardien avait trouvé la bonne clé à une vitesse qui dénotait l'habitude, la répétition quotidienne. Il verrouilla la porte à une vitesse équivalente. L'espace qui s'étendait devant eux donnait sur une série de portes, derrière lesquelles se trouvaient les occupants, étroitement attachés d'après les observations de Pinsley. Certaines portes possédaient un vasistas au niveau des yeux, comme celles des prisons plus ordinaires. Pinsley s'arrêta devant l'une d'elles, puis la suivante, en se forçant à regarder. Toutes les silhouettes de cette aile étaient féminines. La première que Pinsley scruta était recroquevillée sur son lit, à barreaux. La seconde était dos à l'un des murs, y frappait lentement la tête. La troisième, Pinsley dut résister au réflexe de bondir en arrière lorsqu'il croisa son regard pâle. La peur monta en lui. Il ne s'agissait pas d'un surgissement soudain ou d'un saisissement contre lequel il pouvait lutter comme il l'avait si souvent fait avant de devenir inspecteur de police en Crimée. Cela n'avait rien à voir non plus avec le moment où il avait trouvé sa Catherine bien-aimée morte de la main d'un dément. Cette crainte était ancienne, ancrée dans des souvenirs d'enfance. À cet instant, ce n'était pas l'inspecteur Pinsley qui avançait dans ce corridor, mais le jeune Sébastien. Quel âge avait-il la dernière fois qu'il avait vu sa tante, assise toute seule, chantant une comptine encore, et... Non, il n'y repenserait pas. C'était un homme rationnel,
un homme qui travaillait avec son esprit. Pour ne pas s'enliser dans les souvenirs, il se concentra sur le présent, utilisant ce qu'il apercevait des femmes pour deviner des éléments de leur vie le passé. Gouvernante, couturière, épouse. Tout, même la manière dont quelqu'un observait les cals de ses mains, racontait une histoire. Et si Pinsley se concentrait suffisamment là-dessus, le passé ne le rattraperait pas. Même en s'adonnant à cet exercice, cette déambulation lui parut éternelle. Chaque pas était un effort, dont l'écho semblait résonner dans tout le bâtiment. Pinsley mit un moment à comprendre que le silence était une pièce du puzzle, parce qu'aucun recoin de ce lieu n'était calme. Si Pinsley avait été moins de rationnel, il aurait pensé que quelque chose invitait les gens au silence ici. Mais il se rappela que c'était simplement la mort et la peur de la mort qui avaient un tel effet. Lorsqu'ils atteignirent finalement la chambre qu'ils cherchaient, Pinsley ressentit une bouffée de soulagement. C'était la seule dont la porte était ouverte, et le directeur de l'asile les y attendait. « Directeur Buckle, je vous présente l'inspecteur Pinsley, » dit le gardien. « Un inspecteur ?» demanda le directeur, l'air surpris. « Il n'a pas l'allure de la fonction. » C'était un homme un peu plus petit que Pinsley, aux cheveux clairsemés, vêtu d'une redingote protocolaire et d'un gilet aux gros boutons de cuivre. Sa cravate était plus lâche que l'écharpe de Pinsley, mais Pinsley pouvait comprendre cette concession, vu la scène qu'ils avaient devant les yeux. C'était si terrible que Pinsley dut prendre une grande inspiration pour la tolérer. La chambre était relativement dépouillée. Une dizaine de mètres carrés, des murs blancs. Elle contenait 2 lits, surmontés de couvertures de grises, et un meuble de toilette d'un côté. Tout était éclaboussé de sang. Pinsley avait vu pire que cela durant la guerre, mais ce n'était pas une consolation. Il dut se rappeler qu'il était ici pour observer, comprendre, et que la meilleure manière de s'exécuter était de ravaler sa compassion pour avoir le regard le plus froid possible. Le corps d'une femme était étendu par terre, partiellement recouvert par un drap qui n'avait pas empêché son sang de couler. Ses 2 cheveux et son visage étaient d'aussi maculés de sang qu'il était difficile de reconnaître les traits de la victime. Pinsley aurait préféré ne pas regarder, parce que pendant un instant, il ne put s'empêcher de reconnaître Catherine étendue au sol. Non, il n'y penserait pas maintenant. Quoi qu'il en soit, il lui fallut plusieurs secondes pour se contraindre à détailler la morte. Ses vêtements étaient élégants, ou l'avaient été, peut-être une saison ou 2 auparavant. Ses mains exhibaient des marques de lutte, et ses bras présentaient des coupures parallèles. Une autre femme était accroupie, recroquevillée dans un coin, le visage entre les mains comme pour bloquer les images de la scène. Elle avait les mains ensanglantées, tout comme ses cheveux et les murs autour d'elle. Son œil gauche présentait un hématome. Ses cheveux étaient de brun, ses vêtements simples. Elle tordait un bonnet entre ses mains comme un chiffon. Elle tremblait à chaque pas dans la chambre et marmonnait dans sa barbe. « Les ombres, les ombres !» « Comme vous pouvez le voir, inspecteur, c'est limpide, » commenta le directeur Buckle. Elsie a déniché un couteau et a décidé de poignarder sa camarade de chambre. « Tabitha Green », ajouta le gardien. Le directeur lui adressa un regard qui expliquait amplement à Pinsley tout ce qu'il devait savoir sur la manière dont l'homme gérait l'asile. Il avait rencontré de pareils hommes, en Crimée, déterminés à ne jamais être corrigés par un subordonné, quel qu'en soit le prix. « Comme je le disais, c'est limpide, » répéta le directeur. « Je ne vois guère l'intérêt de vous avoir dérangé, étant donné que le seul endroit où Elsie pourrait aller après de tels agissements serait... Eh bien, ici. » Il s'exprimait comme si les meurtres étaient à monnaie courante. C'était peut-être le cas. Pinsley se résolut de le vérifier, car un tel fait ne pourrait être toléré. « Il n'en reste pas moins que j'ai des questions, » rétorqua-t-il. « Le poignard a-t-il été retrouvé ?» Le directeur Buckle parut soudain mal à l'aise.
Eh bien, non. Avez-vous cherché de fond en comble? Ne se trouverait-il pas dans une autre cellule? Il n'aurait pas pu être déplacé, monsieur, précisa le gardien. Vérifiez quand même, s'il vous plaît, demanda l'inspecteur Pinsley. Il observa le cadavre pendant un moment. Il avait une idée précise des lacérations qu'on pouvait infliger au couteau, à l'épée et à l'aide d'une douzaine d'autres armes. Ces blessures ne ressemblaient à rien de ce qu'il connaissait, parce qu'elles étaient étrangement parallèles, comme si elles avaient été infligées par des griffes. L'inspecteur Pinsley fronça les sourcils. Il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour comprendre de quoi il en retournait, et cela le troublait. L'incompréhension était peut-être le premier pas sur le chemin de la raison, mais elle pouvait aussi mener à de dangereux et intolérables désordres. En particulier, ici. Il s'approcha de la jeune femme, recroquevillée sur elle-même. « Et pourquoi cette jeune femme a-t-elle été laissée ici avec le corps? » « Il n'y a pas d'autre endroit disponible, » répondit le directeur Buckle. « En outre, il semble juste qu'elle soit obligée à se confronter aux conséquences de sa conduite. Si elle n'était pas ici, on la pendrait après une telle démonstration de violence. C'était encore envisageable, le juge déciderait. Habituellement, la loi demandait une vie pour une vie. En observant la jeune femme, Pinsley commença à penser qu'il ne pouvait guère se réjouir d'une telle sévérité. Pinsley s'accroupit à côté d'elle. « Les ombres !» murmura-t-elle. « Regardez-moi, je vous en prie. » La jeune femme commença par refuser, mais Pinsley écarta ses mains de son visage. « Je n'ai pas envie de regarder !» cria-t-elle. « Je n'ai pas envie de regarder !»« Vous ne voulez pas regarder ce que vous avez fait ?» s'enquit Pinsley. « Je n'ai rien fait !» gémit-elle. « Rien du tout, soyez maudit. Maudit !» Le directeur Buckle avança vers elle, comme pour la gifler. Pinsley l'arrêta d'un regard. « Une gifle bien administrée aide à calmer l'hystérie, c'est connu, » argua Buckle. « Une gifle comme celle que vous lui avez déjà donnée ?» demanda Pinsley. « Ne croyez pas que je n'ai pas remarqué vos mains rougies, monsieur. » Comment osez-vous? Pinsley l'ignora, se concentrant à nouveau sur la jeune femme. Vous vous appelez Elsie, n'est-ce pas? Elle acquiesça entre deux sanglots. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? N'importe quel idiot pourrait le faire, s'exclama le directeur. Ce n'était pas moi, répéta Elsie. Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. C'était... Il y avait des ombres, d'étranges ombres, et... Non, je n'ai rien fait. Inspecteur, s'écria le directeur, je crois que nous en avons suffisamment entendu. Cette fille est clairement dérangée. Elle y a été retrouvée à côté du corps dans une pièce fermée à clé. Toutes les portes sont verrouillées la nuit. Cela ne peut pas avoir été quelqu'un d'autre. Pinsley savait que c'était forcément vrai. C'était un homme de logique, de science. Un homme d'intellect se fondait sur la raison en procédant par élimination jusqu'à trouver l'unique réponse possible. Et ici, elle semblait évidente. Pourtant, pourquoi le poignard ne se trouvait-il pas ici? Pourquoi les coupures sur le cadavre ressemblaient donc davantage à l'œuvre des griffes d'une bête sauvage? Pourquoi croyait-il d'instinct cette fille lorsqu'elle maintenait qu'elle n'avait rien fait? Et que voulait-elle dire en parlant d'ombres étranges? Chapitre 2. Kaya roula ses draps en boule avec le plus de discrétion possible. Elle jetait des coups d'œil aux autres filles du dortoir tout en considérant son plan. Les fenêtres de l'orphelinat de Sydney Street étaient en haute, hors de portée des enfants qui y vivaient. En théorie, c'était pour éviter les distractions, mais tous ici savaient même que c'était avant tout pour couper court aux fugues. Autour d'elle, les autres filles couraient en tous sens, et dans de tels moments, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un endroit normal. Les plus jeunes jouaient au mikado dans un coin, quelques autres récitaient des vers. Mais le seul fait que les enfants parlent à voix basse
pour que Mrs. Garrow ne puisse pas les entendre, lui rappelait ce qu'il en était réellement. Elle disait que les enfants étaient faits pour être vus, pas entendus, et faisait respecter cette règle avec toute la violence de ses coups de canne. Kaya détestait sa canne. Elle ne supportait pas la manière dont les Garrow agissaient, comme si à chaque châtiment, ils faisaient une faveur aux filles. Elle détestait tout ça. Elle songeait encore à quel point elle haïssait cet endroit, quand la cloche du petit déjeuner retentit à l'étage d'en dessous. Les autres filles se hâtèrent de ranger les quelques jeunes jouets qu'elles possédaient et se mirent en file indienne dans leurs vêtements simples et basiques, dont le tissu était devenu gris avec le temps, à force de lavage. Celles qui n'avaient pas encore fait leur lit s'empressèrent de pallier ce manque, et les plus âgées vérifièrent que les plus jeunes avaient assez bien lavé le derrière de leurs oreilles, et tous les autres recoins que les Garrow inspectèrent en parfois. Elles sortirent en rang. Lorsqu'elle ne les suivit pas, Kaya sentit qu'elle ne pouvait plus faire machine arrière. Elle serait punie parce qu'elle n'avait pas obéi. L'une des plus petites jeta un coup d'œil derrière elle, et Kaya posa un doigt sur ses lèvres. Elle était déterminée, parce que l'alternative à la fugue était bien nettement pire. Elle fêterait ses 17 ans le lendemain, et tout le monde savait ce que cela signifiait. Pas le temps d'y penser. Elle devait être courageuse, elle devait agir. Elle commença à compter silencieusement. Elle avait 3 minutes. 3 minutes avant que Mrs. Garrow ne passe dans le dortoir et choisisse les futures victimes de sa colère. 3 minutes avant qu'elle ne trouve Kaya ici, en pleine tentative d'évasion. Utilisant son lit comme une plateforme, elle se hissa sur le rebord de la fenêtre. Elle se réjouit que sa jupe ne fût pas aussi empesée que celle de la plupart des femmes qu'elle voyait dans la rue. Mais la combinaison entre la jupe et les couches de jupon suffisait néanmoins à ralentir son ascension. Elle était petite pour son âge, car on ne pouvait pas dire que l'orphelinat dépensa beaucoup pour mieux nourrir ses pensionnaires. Chaque penny économisé par Mrs. Garrow et son mari allait droit dans leur poche. Mais voilà, sa taille fine lui permit de se tenir sur le minuscule rebord assez longtemps pour ouvrir la fenêtre et y attacher ses draps noués ensemble. Des mèches blondes tombèrent autour de son visage en forme de cœur quand elle baissa les yeux. La rue était beaucoup plus bas que dans ses prévisions. Si elle tombait, la solution, se rappela Kaya, était de ne pas tomber. Avoir peur ne l'avait jamais aidée à éviter la moindre punition. Elle devait fuir. En théorie, le lendemain, Kaya serait autorisée à sortir par la grande porte de l'orphelinat. Les filles assez de 10 étaient trop âgées pour les orphelinats de Londres, selon la loi. Mais Kaya savait que cela ne fonctionnait pas comme ça. Si elle suivait le chemin tracé pour elle, elle se retrouverait au mieux dans un hospice pour les pauvres, ou chez le patron que Mrs. Garrow lui avait trouvé et qui était prêt à lui offrir une place de domestique. Elle n'était pas assez naïve pour croire qu'un homme riche faisait une telle chose par bonté d'âme. Elle savait qu'elle était l'une des plus jolies filles de l'orphelinat et ce qu'un tel homme demanderait en rétribution. Elle se tenait comme les autres près de son lit quand ils étaient venus, faisant ostensiblement le tour du bâtiment, mais aussi faisant leur choix. Si elle partait, elle ne serait rien de plus qu'un jouet entre les mains de son nouveau patron, jusqu'à ce qu'il se lasse d'elle et la jette à la rue. Cette pensée la révulsait. Non, elle ne pouvait pas attendre le lendemain. En descendant le long du drap, elle s'y cramponna de toutes ses forces, calant ses pieds contre le mur, bien que ses chaussures ne fussent pas vraiment conçues pour une telle aventure. Kaya avait fait des nœuds avec les draps, mais l'opération n'avait rien de facile et il faisait un froid glacial. Les premiers rayons du soleil de l'aube perçaient à peine la brume qui menaçait de la frigorifier. Elle était proche du sol lorsque ses mains glissèrent sur sa corde de fortune. Kaya fut submergée par une bouffée de terreur pure tandis qu'elle tombait.
mais elle sentit ses pieds toucher le sol, juste un instant plus tard. Elle avait chuté de moins d'1 mètre. Le soulagement l'inonda, et pas seulement parce qu'elle avait survécu à sa chute. Elle était hors de l'orphelinat, elle était libre. La joie qu'elle ressentait fut tempérée par la nécessité de s'éloigner au plus vite. Kaya s'arrêta une fraction de seconde pour observer les alentours, et le mur blanchi à la chaux de l'édifice qui avait été son foyer pendant si longtemps. Elle en était sortie quelquefois avec les autres filles, mais voilà qu'elle était libre. Ce serait, se jura-t-elle, la dernière fois qu'elle posait les yeux dessus. Kaya se mit à courir en direction du nord. Elle devait mettre autant de distance que possible entre elle et l'orphelinat. Des marchands des 4 saisons poussaient des charrettes à bras en direction des marchés de Covent Garden ou de Whitechapel. Les ouvriers qui commençaient à l'aurore dans les usines quittaient les immeubles qu'ils partageaient avec une douzaine d'autres familles. Il était impossible d'ignorer la saleté des rues, et la crasse flottait dans l'air comme du brouillard. On disait qu'on pouvait deviner depuis combien de temps un mouton se trouvait en ville, selon la grisaille de sa laine, et à cet instant, Kaya le croyait sans peine. Les quelques jolis chevaux qu'elle croisait à cette heure matinale déféquaient dans la rue, sans que personne ne s'en formalisât. Elle devait slalomer entre les crottins. Kaya marchait vite, songeant que plus elle se perdait dans les rues, et plus elle serait difficile à retrouver d'ici 1 heure ou 2, lorsque les garrots remarqueraient par son absence. Déploierait-il beaucoup d'efforts pour la chercher? Encore un jour, et elle aurait été libre de décider pour elle-même, mais en même temps, s'ils avaient donc déjà accepté de l'argent de la part de son futur bienfaiteur, peut-être la traquerait-il avec plus d'obstination. Il valait mieux continuer à avancer. Kaya avait déjà ourdi un plan. Elle atteindrait la gare de Paddington ou de Stone. Là-bas, elle se faufilerait dans un train quittant Londres vers n'importe quelle destination. Brighton, Liverpool, peut-être même plus au nord, en Écosse. Personne n'irait la chercher jusque-là. Même les garrots ne la poursuivraient pas à Édimbourg. L'idée d'atteindre une gare la motivait à avancer. Si elle continuait à marcher vers le nord, elle remplirait son objectif. Elle attendrait toute la nuit dehors si c'était nécessaire. Puis, il serait seulement question de parvenir à se faufiler dans une voiture sans être vue, ou de trouver le moyen d'obtenir un ticket pour une autre destination. Kaya se savait capable, elle se le répétait, elle pouvait le faire. La jeune fille traversa un pont éclairé par des lampes à gaz à intervalles réguliers qui n'avaient pas encore été éteintes. Même dans la brume, elle reconnut le pont de Westminster qui s'érigeait au-dessus de l'eau, arche après arche, mal assurée. Elle franchit la Tamise, entrant dans ce nouveau quartier, observant les bâtiments ourlés de brouillard. Les chambres du Parlement étaient éclairées quand même aussitôt, et Kaya les contempla, émerveillée. Kaya avait entendu quelque part que ces édifices comptaient dans des centaines de pièces et qu'il y avait des domestiques et des cuisiniers à disposition pour fournir aux 2 membres du Parlement tout ce qu'ils désiraient. Kaya avait du mal à imaginer vivre dans un tel luxe, mais elle fixait les bâtiments, si semblables à l'institution où elle avait grandi, et à la fois si brutalement différents. Les passants marchaient dans l'autre sens, se dirigeant vers ce qui devaient être les bureaux de la ville. Les hommes gafouidis qui passaient à côté d'elle, car c'était presque exclusivement des hommes, étaient vêtus si richement que Kaya se sentait minuscule et crasseuse en comparaison. Elle remarqua 1 ou 2 paires d'yeux qui se posaient sur elle tandis qu'elle avançait, et tressaillit, en songeant qu'il pourrait deviner qui elle était et la traîner chez Mrs. Garrow. Elle devait se forcer à continuer à marcher en se répétant qu'on penserait qu'elle avait simplement oublié son bonnet et son manteau. Personne ne savait pas. Pourtant, la peur qui la prenait à la gorge semblait lui souffler le contraire. Elle n'avait peut-être pas les atours d'une personne vivant ici, mais au moins,
pensait-elle, elle pouvait passer pour une domestique. Combien de temps marcha-t-elle? Suffisamment longtemps pour qu'elle sente le frima se glisser sous sa peau. Suffisamment longtemps pour que l'humidité qui flottait au-dessus du fleuve commence à se dissiper, lui laissant entrevoir le reflet de la lune au-dessus. Suffisamment longtemps pour qu'elle commence à être affamée et cherche de quoi se sustenter du regard. C'était son problème le plus pressant. Kaya n'avait pas d'argent parce qu'en dehors des 6 pence que les garrots leur allouaient à Noël, ils n'avaient pas ce genre de générosité envers leurs pupilles. Elle se surprit à envier les hommes qu'elle croisait. Certains venaient sans doute de quitter une épouse qui leur avait préparé le petit déjeuner ou une maison avec une cuisinière. Certains se dirigeaient vers leur club pour s'installer dans un fauteuil confortable et attendre qu'on leur serve un repas chaud. Kaya aurait rêvé d'une vie de cet acabit. Pas même une vie de cet acabit. Elle aurait rêvé d'une vie qui lui permettrait de se sentir en sécurité. Même si elle n'avait aucun moyen d'acheter quoi que ce soit, lorsqu'elle huma une odeur de rôti dans l'air, elle fut inexorablement attirée vers une petite ruelle qui semblait être le repère des marchands de rue. Kaya s'arrêta au bout de la rue, fixant les saucisses, les châtaignes grillées, les tartes aux anguilles et aux pommes. Après une marche aussi longue sur un estomac vide, elle salivait. Mais que faire? Elle ne pouvait tout de même pas saisir quelque chose sur l'un des étals. Elle ne voulait pas devenir une voleuse. « Dégage, fillette !» lui ordonna un homme robuste qui avançait vers elle en martelant ses pas avec sa canne. Il était assez évident qu'il n'avait jamais manqué de nourriture dans sa vie et piétinait toute personne qui pourrait le suggérer. Il acheta tellement d'aliments à l'un des marchands que Kaya n'en crut pas ses yeux. La vue des tartes et des pommes faisait gargouiller douloureusement son estomac. Il la bouscula en rebroussant chemin, se dirigeant vers un petit parc où il s'installa à côté d'un arbre, dévorant à une telle vitesse que Kaya estima qu'il allait s'étouffer. Il avait étalé tous ses mets et lisait le journal du jour. Kaya s'approcha, songeant qu'elle pourrait peut-être mendier un peu de nourriture. Pour un tel homme qui possédait autant et qui était aussi grossier, une pomme ne faisait aucune différence. Elle continua son approche en rassemblant tout son courage. Elle marchait lentement vers l'arbre sous lequel l'homme était assis, en tentant de se convaincre que cet étranger pourrait peut-être l'aider. La nervosité de Kaya était telle qu'elle aurait été capable de se mettre à ramper. Elle se surprit à croiser le regard de l'homme. « Voleuse !» Il bondit sur ses pieds. « Sale voleuse ! Je ne suis pas... » L'homme commença à s'en prendre à elle avant même que Kaya puisse ouvrir la bouche pour commencer à s'expliquer, lui donnant des coups de canne qu'elle dut éviter. Kaya eut si peur qu'elle bondit et se mit à détaler sans réfléchir. Elle courut à l'aveuglette, dépassant les arbres, en direction de la grille de fer forgée de l'autre bout du parc, sans regarder derrière elle, sans ralentir. Si elle fuyait, elle pourrait. Une main saisit le bras de Kaya, l'arrêtant soudainement. Elle se tourna et se retrouva face à un uniforme de police. Kaya cria et tenta de se dégager, mais l'homme maintint la pression sur son bras avant de lui passer les menottes. « Je t'ai eu !» lança-t-il. « Sale petite voleuse, qu'est-ce que tu trafiques dans cette partie de la ville ?»« Je suis désolé, » dit Kaya sans comprendre. « Je ne suis pas une voleuse. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'être ici. Je suis désolé. »« Tu en parleras au juge, gamine, » répondit le policier. « Voler un nanti ? Tu auras de la chance si on ne t'envoie pas aux colonies. » L'horreur emplit Kaya à ces mots. Les colonies, l'Australie, se trouvaient de l'autre côté de l'Empire, à l'autre bout du monde. Elle avait eu vent de la brutalité de ces régions, la chaleur, la cruauté des personnes en charge. Être envoyée là-bas ressemblait à une sentence de mort. Mais je ne suis pas une voleuse. Chapitre 3. Le soleil perçait à travers le brouillard lorsque l'inspecteur Pinsley atteignit le St. Bartholomew's Hospital pour l'autopsie de Tabitha Green.
Pinsley arpentait les rues de Smithfields en s'efforçant de résister au froid de février. « Édition du jour !» cria un vendeur ambulant au coin d'une rue. « Le gouvernement nie son implication dans l'affaire Orsini. Victoire en Inde et en Chine. » Pinsley l'ignora. Il n'était pas attablé devant son petit au-déjeuner, d'humeur à lire le journal. Non, il fixait Saint-Barths. L'édifice le surplombait de toute sa carteur, avec ses 3 étages et ses 15 fenêtres, dominant toute la rue où il se trouvait. C'était un bâtiment qui promettait le meilleur enseignement dont l'Empire disposait en matière de médecine. Pinsley espérait juste qu'il aurait des réponses pour lui. Un portier le dévisagea avec curiosité tandis qu'il entrait, probablement surpris par l'heure matinale de sa visite. Il était au moins relativement propre sur lui. Il avait eu le temps de passer au club, de petit déjeuner et de se raser, mais pas bien plus. Il aurait pu rentrer chez lui, mais sa maison était trop pleine de souvenirs de Catherine et Olivia. Il la conservait seulement au cas où leur fille reviendrait. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur le passé maintenant, pas lorsque le présent était aussi trouble. Il connaissait le chemin menant aux salles d'examen par cœur, et il le parcourut du pas rapide et raide d'un soldat en marche. Quelques jeunes hommes le traversaient à l'hôpital pour s'adonner à leurs tâches de matinale. Sans s'en rendre compte, Pinsley remarqua qui avait trop bu la veille, qui s'était battu, et qui avait des problèmes d'argent qu'il tentait de masquer, mais que ses vêtements mal reprisés trahissaient. Il continua à avancer au cœur de l'édifice jusqu'à arriver à l'amphithéâtre qu'il cherchait, dont la plaque indiquait « Dr Jonah Florian ». Pinsley prit une inspiration avant d'entrer, se préparant à ce qui l'attendait. Lorsqu'il franchit le seuil, l'air glacial des fenêtres ouvertes le frappa, et il sentit que la température n'était guère plus clémente que dehors. La salle avait tout d'un amphithéâtre, avec ses cercles de bancs arrangés de telle manière que la poignée d'étudiants pussent avoir la meilleure vue sur ce qui se déroulait en contrebas. Une table robuste y était installée, tachée depuis longtemps par les procédures qui y avaient eu lieu. Le corps de Tabitha Green était allongé sur la table, dans cette posture presque trop immobile que seuls les morts adoptent. Pinsley se sentit troublé en la voyant là, comme si ce n'était rien de plus qu'un objet d'étude. Dr Florian se tenait à côté d'elle, en gilet, les manches relevées, équipé d'un tablier en cuir qui pouvait être l'accessoire d'un boucher tout aussi bien que celui d'un chirurgien. Par-dessus le marché, le docteur Florian ressemblait à l'image que la plupart des gens se faisaient d'un boucher. Carrure, imposante, épaisse moustache, chauve. Il semblait que l'unique chaleur dans cette salle glaciale provenait de ses traits rudes, mais avenants. Il leva les yeux lorsque Pinsley descendit les marches pour atteindre le cœur de l'amphithéâtre. « Ah, inspecteur !» le salua le docteur Florian avec un sourire imperceptible. « Vous êtes ici pour m'arrêter en tant que résurrectionniste? Je vous assure que tous les corps qui se trouvent ici m'ont été légués en toute légalité, selon les prescriptions de la loi. »« Je sais, » répliqua Pinsley en ignorant la référence au trafic de cadavres. « Ce n'était plus un problème à Londres depuis environ 10 ans. Je me suis assuré que ce corps arrive chez vous. J'ai votre opinion en haute estime. » Il entendit soupirer le docteur Florian. « Bien entendu. Dois-je procéder à une enquête en règle? Est-il nécessaire qu'une douzaine de jurés observent, ainsi qu'un médecin légiste? Il semble un peu tôt pour eux, et je comptais m'en aller dans 1 heure. Je dois procéder à 2 amputations, et peut-être accoucher un bébé. Probablement le tout en portant le même tablier taché de sang. Avez-vous connaissance des réflexions du docteur Semmelweis sur les effets du lavage de vos mains et de votre matériel? S'enquit Pinsley, avec autant de nonchalance qu'il parvint à rassembler. Il valait mieux ne pas confronter trop ouvertement cet homme au moment où il avait besoin de son aide.
Le docteur Florian éclata de rire. Vous dis-je comment mener une enquête, inspecteur? Les fenêtres sont ouvertes pour éviter les miasmes, et cette patiente, eh bien, je doute que son état puisse empirer. Pensez-vous que je devrais lui administrer de l'éther avant de commencer? Pinsley abandonna la bataille. Il avait un but précis en tête, et ce n'était pas de débattre sur les procédures médicales. « Que pouvez-vous m'apprendre sur cette jeune femme ?» demanda-t-il. « Elle a été tuée à l'aube, ce matin. » « Oui, renchérit le docteur Florian. Cela correspond à sa rigidité cadavérique. » Il commença à s'adresser à l'assistance. Notez que le corps se détend complètement au moment de la mort, puis qu'il se raidit progressivement, jusqu'au moment où commence la putréfaction. En comprenant ce processus, on peut estimer le moment de la mort avec une précision relative. Pinsley avait envie de presser l'homme. Il détestait perdre du temps lorsqu'il y avait des réponses à trouver, mais il savait par expérience que le docteur Florian ne changerait jamais sa cadence. « Quoi d'autre ?» demanda-t-il. « Devrions-nous passer à la cause de la mort ?» s'enquit le médecin. Il commença à découper la robe de Tabitha Green pour montrer les griffures à ses étudiants. Remarquez les sillons parallèles qui font penser aux griffes d'une énorme bête. Pinsley fut secoué par un frisson d'excitation. Il savait que cela ne pouvait pas être l'œuvre d'un simple poignard. Puis, l'excitation laissa place à la culpabilité. Une femme était morte. « Pouvez-vous deviner de quel type ?» renchérit Pinsley. Docteur Florian lui adressa un regard offensé. « Je ne devine pas, inspecteur. Je suis un homme de science. Il va sans dire que ces blessures n'ont pas été causées par un chat ou un chien. Les griffures ici sont les plus impressionnantes. Voyez-vous comment l'artère carotide et la trachée ont été découpées ?» Pinsley acquiesça. Autour de lui, des étudiants en médecine tressaillaient ou luttaient pour maintenir une expression impassible. Pinsley ressentait le même écœurement, mais il avait appris à mieux le cacher. Après tout ce qu'il avait vu en Crimée, la mort violente était tout sauf une étrangère. Il avait vu des hommes découpés par des coups d'épée et avoir la chair en charpie après un coup de canon. Il en avait vu d'autres perdre leurs doigts à force d'engelures. Il avait vu sa femme. Non, il n'y penserait pas. Une bouffée de chagrin le submergea et Pinsley dut lutter pour ne pas sombrer. « Vous sentez-vous bien, inspecteur ?» demanda le docteur Florian. « Parfaitement bien, merci », mentit Pinsley. Il fit de son mieux pour ignorer les œillades dédaigneuses de certains étudiants. Pour tenter de regagner le contrôle de la situation, il regarda le cadavre de plus près. « Ai-je raison de penser que l'angle des coups serait vers le bas ?» Le docteur Florian parut pris de court. « Oui, je suppose que c'est le cas. Donc un gros animal en effet, sauf s'il a commencé par la faire tomber à la renverse. »« Oui, j'imagine, » dit le docteur Florian. Sauf qu'un animal aussi imposant ne serait pas passé inaperçu, en plein cœur de Londres, au milieu de la nuit. Il était peut-être plausible qu'une créature se fût échappée des confins du jardin zoologique, mais pour que cette dernière se retrouve enfermée dans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.